Alors, moi, aujourd'hui, mon but, ça va être de vous faire découvrir le jeu du tarot. Donc, ça va être de vous faire découvrir ce jeu, le jeu du tarot, qui est un jeu, en fait, qui n'a absolument rien de nécromancien. Donc, c'est un jeu qui n'a absolument rien de nécromancien. Déjà, alors la nécromancie, c'est la magie des morts, c'est euh, la nécromancie du latin nécro, qui veut en fait dire mort, donc nécro qui est un mot latin qui signifie mort, ou en tout cas, je sais plus trop la signification du mot nécro, mais je sais que c'est du latin nécro qui signifie en fait mort, mourir, ou être mort. Euh, dans tous les cas, ce mot signifie la mort. Donc du latin nécro, ce jeu n'a absolument rien de nécromancien. Comme on le voit dans les films, c'est de la pure science-fiction. C'est pas un jeu maudit ou c'est pas un jeu qui a été créé en enfer, qui a été créé par le diable. Ça, c'est de la science-fiction. Donc c'est un jeu qui n'a absolument... C'est juste un jeu, un simple jeu, qui n'a absolument rien de commun. C'est un jeu qui est pas très commun, c'est un jeu auquel on joue pas... c'est pas le genre de jeu auquel on va jouer en soirée, quoi. Euh, donc, l'origine du tarot remonte à très très loin et à plusieurs endroits du monde, en fait. Le tarot est tout d'abord né en Afrique. Donc, le tarot est tout d'abord né en Afrique pour les, les peuples qui vivaient en Afrique. Et ben, il y avait toujours dans les villages en Afrique du Sud, il y avait toujours, dans les villages, il y avait toujours une vieille femme ou un vieil homme qui était sur le point de mourir c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment né en Afrique. Ce jeu en fait est né là-bas et il y avait toujours un vieil homme ou une vieille femme raconté comme ça qui est sur le point de mourir, ça fait un peu science-fiction, mais c'est un peu pour vous mettre, pour vous mettre le truc en image. Il y avait toujours un vieil homme ou une vieille femme qui justement lançait des pierres ou des cailloux qu'ils trouvaient dans la forêt ou des branches qu'ils récoltaient d'un arbre apparemment doté de... voilà, bref. Bref, donc c'est né en Afrique du Sud. C'est né en Afrique du Sud parce qu'en fait, tous ces bohémiens et tous ces bohémiennes, un jour, on a inventé le tarot. Donc, on a inventé le tarot en Afrique du Sud, pour les bohémiens et les bohémiennes, pour qu'ils sachent lire l'avenir de manière plus précise. Et on s'est basé en fait, parce que comme c'était des peuples très pauvres, et ben justement ces peuples se sont basés sur les étoiles, donc sur les signes astrologiques. En se basant sur la position des planètes, la position du soleil, la position de la lune, eh bien ils ont créé le tarot. Donc le tarot est un jeu absolument... C'est un jeu qui est né là-bas, qui est né en Afrique du Sud, et dans des vieilles tribus, des anciennes tribus, genre tribus païennes. Euh, et le but de ce jeu, c'est comment est-ce qu'on y joue déjà, comment est-ce qu'on y joue. Il faut connaître les signes astrologiques, donc il faut connaître les signes astrologiques, leur ascendant et leur planète ainsi que leur élément. Il faut connaître la position des planètes, les planètes et la planète associée à la planète associée au signe. Et ensuite, pour y jouer, il faut savoir la signification des cartes. Les cartes ont une signification, mais une fois mises en place et une fois retournées, ça va être à la personne qui tire les cartes, qui fait le tirage de cartes, de leur donner une signification. Parce que les cartes ont peut-être une signification précise, mais ne veulent pas dire tout le temps la même chose. Ça va être à la personne qui tire les cartes qu'on appellera un cartomancien, donc une personne qui tire les cartes. Euh, donc ça va être au cartomancien de tirer selon les cartes qui se dévoilent,
de raconter par rapport à la position des planètes et par rapport aux signes de la personne et à sa date de naissance, de raconter un peu comment ça va se passer. Maintenant que vous savez d'où ce jeu est né, donc il est né en Afrique du Sud, pour les personnes qui lisaient, parce que c'était quelque chose de très courant là-bas en Afrique du Sud et en Afrique, mais surtout en Afrique du Sud, c'était quelque chose de très courant dans les tribus de lire l'avenir des gens. Ça occupait leur journée, mais on leur lisait leur avenir pour savoir par exemple s'il y avait quelqu'un qui devait s'éloigner du village, pour savoir s'il allait mourir ou tomber sur un certain danger. Eh bien, c'était comme ça justement, c'est comme ça qu'est né ce jeu et c'est à cause de ça qu'on a commencé à jouer au tarot. Et puis, et puis, euh, et puis si on remonte il y a des siècles et des siècles, ce jeu a été emprunté par ça c'est du folklore, donc vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais si on remonte il y a des siècles et des siècles, ce jeu a été volé à la Nouvelle-Orléans par les sorcières de Salem. Et les sorcières de Salem ont commencé à jouer au tarot pour prévenir l'avenir, pour prédire l'avenir et savoir ce qui allait leur arriver. Je crois que vous savez tout ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, le procès de Salem. Et donc, en fait, ce jeu ensuite a été simplement volé par les sorcières à Salem, à la Nouvelle-Orléans. Et donc voilà, donc ça c'est l'origine du jeu à peu près. Un peu romancé pour vous faire entrer dans le bain de ce jeu si spécial. Mais, euh, mais vous allez voir qu'une fois que j'y jouerai, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est pas si terrifiant que ça en a l'air. Euh, donc, il y a une règle à respecter, il y a une règle à respecter, c'est qu'on tire toujours 12 cartes, ou 13. Alors je vous explique pourquoi 12. 12 pour les 12 signes astrologiques, donc le bélier, le gémeaux, le taureau, le capricorne et tous ces signes. Et on peut tirer 13 cartes. On peut tirer 13 cartes pour une 13e carte qui sera justement la carte du dénouement. Donc cette 13e carte, la carte du dénouement, souvent on l'utilise en fait de manière plus précise pour pouvoir jouer au jeu et pour pouvoir lire le jeu, pour pouvoir à la fin de manière plus précise dire ton avenir. Donc c'est la carte qui va expliquer ce que tu as lu. Tu auras positionné les cartes sur la table et à la fin tu retourneras cette carte uniquement à la fin et elle t'expliquera, elle mettra en jeu un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as lu. Il y a plusieurs manières de faire un tarot, il y a différentes manières. La première manière de faire un tarot, c'est de faire une ligne de 4, une ligne de 4 et une ligne de 4. Sur cette manière-là, tu ne mets pas de 13e carte parce que c'est pas possible. Les cartes vont simplement représenter la première carte, la première rangée de 4 cartes représentera ton, ton présent. Donc la première rangée de 4 cartes représentera ton présent, ce qui se passe maintenant. Ensuite, la deuxième représentera ton futur, donc ce qui va t'arriver. Et la dernière représentera en fait le dénouement, donc qu'est-ce qui va se passer, elle représentera ce qui va t'arriver. Et il y a une autre manière que j'aime beaucoup faire, c'est peut-être ma préférée. Je sais pas encore, j'ai pas encore adopté toutes les manières de le faire. On met 4 cartes et ensuite on en met une en dessous et une au-dessus. Et de l'autre côté, on fait le même schéma. Et avec celle-ci, on peut utiliser la 13e carte. On la met entre les deux qui sont ici et ici. Et on la retourne ensuite à la fin pour lire ton dénouement qui va arranger un peu tout ce qui s'est passé. Il y a une autre manière de le faire où on met des cartes en cercle et on en met je sais plus combien, mais 10. On met 10 cartes en cercle. On met 10 cartes en cercle et ensuite au milieu on en met 13. Donc au mieux on en met 3, pardon, excusez-moi. Donc on met 10 cartes en cercle et au milieu on en met 3.
qui vont être en fait les 3 cartes du dénouement. Dans cette manière de jouer, il y a 3 cartes de dénouement. Euh, et, euh, et donc en fait on retourne toutes les cartes en cercle et les 3 cartes on les laisse face contre terre et on les retourne ensuite. Ensuite, il y a plein de manières de jouer, hein. Il y a une autre manière où on met 6 cartes d'un côté en arc de cercle et 6 cartes de l'autre côté en arc de cercle. Et, euh, et on met une carte devant. Donc on positionne une carte ici entre les deux arcs de cercle. Tu retournes les deux arcs de cercle, les 6 cartes de ce côté-là et 6 cartes de ce côté-là. Et puis tu retournes la 13e carte à la fin, qui sera ton dénouement. Donc voilà, donc le jeu du tarot, c'est ça. Euh, donc voilà, maintenant que vous savez l'origine, maintenant que vous connaissez l'origine un petit peu, enfin j'ai un petit peu romancé l'histoire, voilà. Maintenant que vous connaissez l'origine du tarot et que vous savez comment on appelle une personne qui tire les cartes au tarot, ça s'appelle un cartomancien ou une cartomancienne. Euh, alors, euh, sortir les cartes. Alors c'est un jeu aussi, ça je tiens à le préciser, c'est un jeu aussi qui est toujours d'actualité, hein. Donc faut pas croire que c'est parce que c'est un jeu qui est un peu spécial que c'est plus d'actualité. Donc voilà, ça c'est le paquet de cartes. C'est un jeu qui est toujours d'actualité dans les pays très croyants, comme enfin, dans les pays très croyants comme très catholiques ou alors avec une croyance particulière. Comme par exemple au, comme par exemple au Brésil ou au Mexique, la Santa Muerte, la fête de la Sainte Mère des Morts. Bah, c'est un petit peu lié au tarot. C'est un petit peu lié au tarot, la fête de la Santa Muerte. C'est une fête où on considère la Santa Muerte, la Sainte Mère des Morts, on la considère comme une croyance, une divinité qui surveillerait les morts en fait. Et tous les jours, je ne sais plus quand, tous les jours, le jour de la Santa Muerte, eh bien c'est une fête qui se pratique là-bas au Mexique. On va donc les villages vont dans les cimetières, ils déterrent les squelettes et ils prennent les crânes. Donc ils prennent les crânes et ils peignent les crânes, ils les décorent, ils mettent plein de décorations dessus et alors ils peignent les crânes et ça c'est justement une façon, une offrande à la Santa Muerte pour la remercier de veiller sur les morts en fait. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on part dans le monde de l'occulte, hein, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est vraiment une fête qui existe, mais ça a à voir un peu avec ce jeu. Parce que ce jeu, en fait, ce jeu se pratique toujours là-bas. Ce jeu se pratique toujours là-bas et ils prennent ça très au sérieux, ce que ce jeu raconte. Tous les soirs, par exemple, dans des familles mexicaines, tous les soirs, il y a une femme qui arrive avec sa petite nappe blanche. Elle l'installe, elle la pose et la table devient alors ce qu'on appelle une table de divination. Et elle étale les cartes pour les personnes. Pour les personnes, elle étale les cartes et elle commence à lire leur avenir. Donc c'est quand même quelque chose qu'on prend encore très au sérieux au Mexique et au Brésil. C'est quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qui est d'actualité. Euh, donc, comme je disais, on a aussi un petit manuscrit toujours avec on a un petit manuscrit toujours avec qui nous raconte un petit peu l'histoire des cartes, ce qu'elles veulent dire. Bref, ce petit manuscrit, en fait, c'est de roman qui nous explique un petit peu les signes astrologiques, à quoi ils sont liés et quelle carte est liée à quel signe astrologique. Par exemple, le Gémeaux, il est lié à la carte du ciel, la carte des étoiles. Et, euh, et moi, je suis ascendant Gémeaux. Et moi, je suis ascendant Gémeaux, donc je suis lié un petit peu à la carte des étoiles.
Mais je suis taureau en réalité. Donc voilà, mais je suis ascendant Gémeaux, donc je suis lié à la carte des étoiles. Alors, chaque signe, je vais prendre le mien pour exemple, chaque signe a une planète. Je suis ascendant Gémeaux et je suis taureau. Donc, je suis taureau, ce qui veut dire que mon élément, c'est la terre, mais si on prend mon ascendant, mon élément, c'est l'air. Si on prend mon ascendant, ma planète, c'est Mercure. Si on prend mon signe, ma planète, c'est Vénus. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, le taureau, je crois qu'il est lié à aucune carte. Bref, on va battre les cartes. Il y a toujours deux cartes dont on n'a pas besoin. Celle-ci, parce qu'il y a un énigme dessus. Et cette carte-là, parce qu'en fait, c'est une carte qui n'a ni représentation ni rien. Voilà, donc finalement, on tombe à 76 cartes, hein, pas à 78. On va battre les cartes. C'est quelque chose qu'il faut aussi apprivoiser, hein, battre les cartes d'un jeu de tarot, parce que les cartes sont beaucoup plus grandes qu'un jeu original. Enfin, ça dépend le jeu en même temps. Les cartes sont assez grandes, donc j'ai dû m'habituer à battre les cartes. Mais on s'y habitue assez vite. On s'y habitue assez vite, c'est pas si compliqué que ça. Et à force de jouer, finalement, ça devient quelque chose d'assez simple. Bref, je vais faire une dernière battue. Voilà. Et une dernière encore. Alors, la personne qui se fait tirer les cartes autant que le cartomancien n'a pas le droit de voir les cartes qu'il va positionner. On va couper le jeu en 3 parts égales. On va couper le jeu en 3 parts égales, la première part, et on retournera toujours la carte visible face visible, la face visible vers le haut. Alors c'est pas obligé d'être à part égale, hein, les moitiés que vous avez coupées, c'est pas grave. Donc on met toujours la face visible vers le haut et on fait 3 paquets de cartes. Je vais vous dire les noms des cartes que j'ai devant moi, évidemment le nom des cartes qui sont ressorties. Alors, j'ai la carte ici, ce paquet-ci, c'est la carte de l'empereur. Ce paquet-ci, c'est la carte du chariot. Excusez-moi, j'ai dû prendre le paquet. Donc, ah non, je me suis trompé, c'est pas la carte du chariot. C'est le prince de Pentacle. Donc, on a le prince de Pentacle, l'alchimiste et l'empereur. Le chariot doit être quelque part ici. Ou alors je sais pas. Bref. Bref. Parce que les cartes se ressemblent au fond. Les cartes se ressemblent un peu, et il y en a qui sont pareilles. Il y en a qui sont presque pareilles. Les couleurs sont un petit peu les mêmes, et il y en a qui veulent dire la même chose. Alors on prend toujours le paquet qui nous est le plus familier, donc qui nous correspond le plus, ou avec lequel on se dit qu'on a le plus de chances de réussir. Alors moi je vais prendre l'alchimiste, parce que l'alchimiste il est lié à l'amour. Les deux autres paquets, on va les garder hein, précieusement. Les deux autres paquets, on les garde. Alors, ce paquet-ci, je le garde, je le mets sur le côté. Et ce paquet-là, je le garde aussi. Je le mets sur le côté aussi parce qu'en fait, ils peuvent servir à d'autres parties. Je vais battre les cartes. Hein.
Alors aussi, une chose, quand on joue à un tarot, n'ayez pas peur de tomber sur la carte de la mort. Ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. En fait, la carte de la mort, c'est une carte qui n'est pas à prendre au sens propre. C'est pas une carte qui est à prendre au sens propre. Vraiment, c'est une carte, ça veut pas dire mourir, en fait. La carte de la mort peut signifier la mort de quelque chose, donc en fait la fin. Donc en fait quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'effondre. Et donc c'est pas une carte à prendre au sens propre. Parce que souvent, moi, quand je fais des tarots, on me dit: «Oh, t'as tiré, oh, j'ai la carte de la mort dans mon jeu». C'est pas à prendre au sens propre, c'est juste la carte de la mort. Ça peut signifier la fin de quelque chose, autant le début de quelque chose. Donc comme ça peut signifier le début, ça peut être complètement positif d'avoir la carte de la mort. Donc voilà, donc si vous faites un tarot un jour avec quelqu'un, n'ayez pas peur de voir la carte de la mort dans votre jeu. Ça peut signifier quelque chose de positif. Et puis après, on a la carte du pendu qui peut inverser complètement le sens de la carte. Ça dépend dans quel sens il l'inverse. Parce que si la carte indiquait déjà quelque chose de positif et qu'il l'inverse, ça peut revenir au négatif. Bref, c'est assez compliqué. Il y a plein de choses à prendre en compte. On va battre ce jeu de cartes. Donc voilà, tout ça pour préciser que il y a 3 cartes, non 4 cartes. Il y a 4 cartes qui représentent la mort. La première carte, c'est les épées. La deuxième carte, c'est la tour. Et la troisième carte, le pendu, ainsi que la dernière, bah, la mort. Ces 4 cartes, souvent, voilà, sont liées un petit peu à la mort. Euh, donc, après, dans le jeu du tarot, on a aussi beaucoup de princes et de princesses, hein. Ça, c'est une question de force. Donc, si vous tombez sur des princes et des princesses, réjouissez-vous. Enfin, vous pouvez tomber sur un prince ou une princesse et ensuite tomber sur le pendu, hein, qui inverserait la force de votre carte. Donc, le pendu, c'est une carte dont il faut se méfier parce que lui, il a le pouvoir de tout inverser. Donc, il faut un peu se méfier du pendu. Euh, donc, ensuite, comme je ne peux pas voir les cartes, je vais choisir les cartes au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on peut choisir d'en mettre 13, hein. Ça, c'est totalement possible, parce qu'en fait, une 13e carte peut servir à la carte du dénouement. C'est une carte qui, euh, qui expliquerait ce qui va se passer. Donc voilà, la carte de l'ermite. Donc voilà, on peut mettre une 13e carte. D'ailleurs, je vais en mettre une 13e, comme ça vous voyez à quoi ça sert, la carte du dénouement. Euh, Ça, le petit paquet qui vous reste, vous le mettez avec les autres, parce que il pourrait rester 12 cartes. Donc, de quoi faire une partie. On prend ces 13 cartes qu'on a pris dans le jeu, on les mélange. On les mélange et... Enfin, vous allez me dire, en même temps, je suis en train de les mélanger et je vois les cartes, mais une fois dispersées sur le jeu, je verrai pas comment elles sont, je verrai pas comment elles sont installées en fait. Voilà, je mélange une dernière fois. Euh, et donc là, maintenant, je vais les poser, mais je peux pas regarder la carte retournée. Je peux pas regarder la carte retournée. Je dois les mettre face contre terre. Voilà. Voilà. Et ensuite, la dernière carte
qu'on va poser ici, et cette carte, on la retournera qu'à la fin. Alors, pour savoir comment on joue au tarot, on va prendre notre main la plus puissante. Alors moi, c'est la main droite. Moi, c'est la main droite la plus puissante. Et donc, on va regarder du côté droit. Et le côté droit, donc ici, ce sera le soleil. Le côté de votre main qui est la plus faible, donc moi la main gauche, ce sera la lune, donc ce sera l'ombre. Et ici, ce sera la lumière. On va commencer par retourner les cartes qui sont aux extrémités, au-dessus et en dessous. Et puis ensuite, on retournera les cartes. On vérifie. Là, on a un 5 d'épée. On a un 5 de baguette. On a un 9 de baguette. Un 3 d'épée. Alors voilà. Alors si les cartes sont liées à des chiffres, ça a une importance propre. C'est pour les planètes. Donc si les cartes sont liées à des chiffres, c'est autant pour les planètes que pour les signes astrologiques en fait. Donc c'est pour savoir, comment, c'est pour savoir à quelle planète ou à quel signe astrologique on doit lier les cartes. C'est pour ça que souvent on entend 9 d'épée ou 9 de baguette ou 3 de baguette ou 3 d'épée. C'est pour ça. Ensuite, la lune. Le prince de baguette. Donc voilà, là on a le soleil qui est dévoilé. Le 6 de pentacle, donc certainement lié à la 6e planète et au 6e signe astrologique. Le 9 de pentacle, certainement lié à la 9e planète et au 9e signe astrologique. L'ermite. Il y a des cartes qui n'ont pas de chiffres, hein, ça c'est parce que ces cartes, voilà. Il y a des cartes qui n'ont pas de chiffres, c'est des cartes que tu peux lier autant à une planète qu'à un signe astrologique. Le 7 de pentacle, donc certainement lié à la 7e planète et au 7e signe astrologique. L'alchimiste. Encore une fois, une carte qui n'a pas de chiffres. Il y a aussi des coupes. Il y a aussi des coupes. Le 4 de coupe. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus que la carte du dénouement. Donc voilà, vous avez vu toutes les cartes qu'il y a. Alors, la carte d'épée. Le 8 d'épée me montre que sur le 3 d'épée, eh bien, une conséquence amoureuse va arriver, mais faire en sorte que tu te retrouveras emprisonné. Le 9 de baguette t'apportera la force de briser ces conséquences. La lune te dit de réfléchir avant d'agir, de passer une nuit et d'attendre. Le prince de baguette me montre que après
cette nuit que tu auras passée, la force dont tu as besoin, il faudra savoir la maîtriser. Le 5 de baguette me dit donc le 5 de baguette me raconte que même si tu sais maîtriser ta force et que tu as appris à le faire, les combats ne seront toujours pas finis. Ça continuera. Donc voilà, ça c'est ce que me dit ta journée. Ça c'est ce que me dit mon soleil, donc, ma lumière. Et de ce côté-ci, on va commencer par celui-ci. Le 6 de pentacle, qui me montre que je serai servi et entouré. Et je serai servi et entouré par de bonnes ondes et de bonnes personnes. Je serai servi de bonnes ondes, entouré par de bonnes personnes, des personnes qui prennent soin de moi, qui m'écoutent, qui sont attentives à ce que je dis, bref, des personnes dont on a besoin dans notre entourage, dans notre cercle d'amis. Donc cette carte, elle te montre tout simplement que tu seras avec les bonnes personnes et que tu auras les bonnes ondes autour de toi. Le 9 de pentacle me montre que de ces bonnes ondes, tu en feras quelque chose de positif, utilisant le pouvoir. L'ermite, lui, c'est toujours une carte dont il faut se méfier. C'est toujours une carte dont il faut se méfier, parce que l'ermite, lui, il prend, mais jamais, jamais, il ne donnera. Donc l'ermite prend, mais jamais ne donnera quelque chose en échange. Donc il faut se méfier de cette carte. Ensuite, on a le 7 de pentacle qui me montrera que l'ermite s'attaquera non pas à toi, mais aux personnes qui t'entouraient, aux personnes bienveillantes, et tu te retrouveras tout seul. Mais on a donc l'alchimiste qui te montrera que peut-être tout seul, c'est à ce moment-là que tu rencontreras l'amour. On ne sait jamais. Ensuite, on a le 4 de coupe qui nous dit que effectivement tu seras tout seul. Mais l'alchimiste a plutôt choisi que tu réfléchis. L'alchimiste a plutôt choisi de réfléchir, de penser à peut-être rencontrer quelqu'un. Parce que peut-être que tu n'es pas prêt, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, donc ça c'est ma nuit. Donc maintenant pour le dénouement, j'espère que vous avez... Maintenant pour le dénouement, on va prendre le paquet et la première carte on va la laisser au-dessus. La carte à côté on va la laisser au-dessus aussi. On va mettre les deux paquets l'un à côté de l'autre en laissant un espace au milieu. On prend la carte du dénouement. L'as de baguette. L'as de baguette représente effectivement la force. Donc ton dénouement te dit la force de combattre. Donc la force de combattre avec cette carte-ci. Donc elle me dit la force de combattre avec cette carte-ci. Et elle me dit surtout avec cette carte-là la force d'attendre. Donc d'être patient. De plutôt prendre des décisions que d'agir tout de suite sur le fait. Voilà, ça c'est ce que me dit ton dénouement. Donc voilà. Moi je vous fais un bisou et à la prochaine séance de tarot.